Eh bien salut les héros, on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le film le plus attendu de l'année 2021. Et je parle, bien entendu, pour nous fans de comics, de super-héros, de super-pouvoirs, du MCU, du film Spider-Man No Way Home. C'est un film que j'ai très apprécié, j'ai bien aimé le film, j'ai très bien aimé le film. Après, chacun a son avis sur la question, j'ai vu des avis qui étaient peut-être un peu trop enthousiastes, d'autres où les gens sont dans l'abus pour moi à dire que le film a été nul. En fait, il n'y a pas vraiment de demi-mesure sur ce film-là. J'ai l'impression que c'est soit on a aimé, soit on a détesté. Mais pour la majorité des cas, je pense que tout le monde a aimé ce film parce qu'on a eu, je pense, ce qu'on attendait. Même si bon, les rumeurs se faisaient de plus en plus insistantes sur certains personnages, on a eu, nos attentes ont donc été comblées. Donc voilà. Après, c'est toujours pareil, les gens, bon, c'est sûr que la mise en scène de John Watts, c'est pas la meilleure mise en scène, mais je trouve que sur Far From Home, que sur No Way Home par rapport à Homecoming et Far From Home, même si c'est des films que j'ai quand même bien aimé, c'est vrai qu'il a mis la barre un peu plus haute, sans non plus être exceptionnel. Le film est incroyable, il aurait pu être plus qu'incroyable, mais bon, à partir du moment où je pense que les attentes en grande majorité des fans ont été comblées, je pense que le film est réussi. Il fera un carton au box-office. Là, il me semble que sur les 3 premiers jours d'exploitation, il a quasiment rattrapé les ventes, enfin en valeur, en dollars, il a quasiment rattrapé les ventes de Endgame, tout en sachant qu'on est en pleine période de Covid, donc on peut pas accéder facilement aux salles de cinéma. Donc je pense que le film, ouais, ce sera un énorme succès. Si on n'aurait pas été en période de Covid, le film aurait, je pense, battu tous les records d'entrée et de recettes au box-office. Donc voilà, donc oui, après le film a ses qualités, le film a ses défauts, mais je trouve qu'il a quand même bien plus de qualités que de défauts. Parce qu'on a déjà, je pense, les choses les plus importantes, c'est qu'on a eu le développement de Peter. Donc on a pu donc découvrir donc, dans Civil War. On a donc sa présentation. Ensuite, on a dans Homecoming où dans ce film, Peter apprend que c'est pas le costume qui fait le héros, mais la personne dans le costume. C'est ce que lui explique plus ou moins Tony Stark pendant la scène sur le toit. Ensuite, donc on a Far From Home où dedans Peter apprend la confiance en soi et la confiance aux autres, parce que les événements avec Mysterio, c'est parce qu'il n'a pas confiance en lui. Donc il lui donne la technologie Edit, parce que Peter n'a pas confiance en lui, mais a confiance en Mysterio. Enfin, Quentin Beck. Et là, dans No Way Home, donc ce que j'ai aimé, c'est qu'on a quand même un Peter qui est torturé, un Peter qui est poussé à bout psychologiquement par le bouffon vert. D'ailleurs, William Dafoe, que ce soit il y a 20 ans ou maintenant, a toujours tenu son rôle d'une manière mais incroyable. C'est un très grand acteur. Et puis, même quand on voit, je veux dire, sur ses expressions du visage, le bouffon vert, c'était un rôle qui est fait pour lui. Ça ne pouvait être que William Dafoe pour jouer ce rôle. Et donc, ouais, dans ce film-là, donc Peter apprend le sens du sacrifice. Et je reviendrai donc sur cette notion de sens du sacrifice un peu plus tard dans la vidéo. Donc je vais quand même faire un petit point, je vais avoir un petit point avertissement, même si je pense que vous vous en doutez, la vidéo, attention, elle va contenir des spoilers, parce qu'on va donc parler de certains éléments du film, on va parler des scènes post-crédit du film aussi, pour pouvoir ensuite théoriser sur ce qui pourrait se passer après Spider-Man No Way Home. Donc, quand je dis ce qui pourrait se passer après Spider-Man No Way Home, ce serait donc dans le Spider-Verse, parce qu'on sait donc qu'on aura droit donc à une nouvelle trilogie Spider-Man, et entre chaque film, on aura aussi droit donc à la série Spider-Man Freshman Years. Donc on va essayer un peu de théoriser sur ça, même si je passerai sûrement à la trappe la première saison de Freshman Years, parce qu'on sait que ça se passe avant les événements de Civil War apparemment. Donc parce qu'on a eu quelques petits éléments dans No Way Home, donc par rapport à cette première saison, je préfère parler des petits éléments qu'on a eu dans le film. Donc voilà. Donc pour commencer, donc
donc cette petite partie théorie entre guillemets. Donc ce qu'on sait dans le film, donc on va revenir sur la scène post-crédit de Far From Home où on a donc Nick Fury et Maria Hill dans le véhicule à la fin. Mais on voit que en fait Nick Fury et Maria Hill, en fait c'est pas le vrai Nick Fury, la vraie Maria Hill, en fait c'est des Skrulls qui ont donc pris leur apparence. Et lui à ce moment-là, Peter, donc pendant tout le film avec avec Nick Fury, quasiment on le voit assez souvent, il vient le chercher quand ils sont à Venise, c'est lui qui lui présente Mysterio. Il va le secourir entre guillemets quand ils sont à Berlin. Et en fait, donc là, quand Peter se fait donc arrêter pour le meurtre, entre guillemets, parce qu'on sait pas vraiment encore si Mysterio est mort ou pas, et ben en fait, quand il dit à l'agent de la Damage Control que d'appeler Nick Fury et que Nick Fury va tout leur expliquer, on a l'agent qui lui dit, mais Nick Fury, ça fait 1 an qu'il est dans l'espace, donc je pense que peut-être, en gros, la scène post-crédit de Far From Home et cette petite scène durant l'interrogatoire de Peter, ça nous annonce très clairement le projet Secret Invasion, même s'il me semble il a été annoncé là, au mois de novembre, là, quand on a vu les annonces sur She-Hulk, Moon Knight. Donc je pense, il me semble que Secret Invasion, ça avait été annoncé, mais déjà, ça a été donc annoncé officiellement. Dans Far From Home, c'était officieusement, on va dire. Après, donc on va faire le point nostalgie, on va dire. Je pense que tout le monde a eu la même réaction. Je pense qu'on a tous été pris de frisson lorsqu'on a vu Ned ouvrir le portail et on a vu donc apparaître le Spider-Man d'Andrew Garfield. Et même cette scène, bon, elle m'a fait un peu sourire quand même parce on a MJ qui croit pas qu'en fait c'est un Spider-Man, donc elle lui demande de s'accrocher au plafond, elle lui demande de ramper sur le plafond. Après on a la grand-mère de Ned qui lui demande aussi de nettoyer les toiles d'araignée dans le coin du plafond. De base, j'ai pas forcément. À la sortie des 2 films, j'avais pas forcément été très emballé par le Spider-Man de Andrew Garfield. Et je me les étais refaits cet été. En fait, j'avais refait les 3 Spider-Man de Sam Raimi, puis la duologie Amazing. Et en fait, avec du recul, je trouve que, pareil, Andrew Garfield, pour l'époque, c'était un rôle qui était fait pour lui, dans son jeu d'acteur, dans sa chorégraphie, dans sa manière de bouger. En fait, Spider-Man, c'était vraiment un rôle fait pour lui à l'époque. Mais à l'époque, moi, j'avais eu du mal, peut-être, parce que j'étais encore nostalgique de la trilogie de Sam Raimi. Et puis ensuite, donc, on a Ned qui ouvre à son portail, et puis là, on voit le Tobey Maguire, on voit le Spider-Man de Sam Raimi apparaître à l'écran. Ça fait quand même 20 ans, une vingtaine d'années donc qu'on l'avait eu. Ça faisait 14 ans qu'on l'avait plus revu sous les traits de l'homme araignée. Et moi, ça m'a fait vachement plaisir de le voir. J'ai trouvé que c'était... même si je m'y attendais, parce qu'on a vu donc, des rumeurs et des rumeurs et des rumeurs. Puis on avait Andrew Garfield qui démentait à chaque apparition, parce qu'on lui posait toujours la question, est-ce que vous allez apparaître dans le futur Spider-Man? Et lui disait non, mais dans sa manière de répondre, on savait que ça voulait dire oui. Et puis en plus, on avait eu donc le leak sur le fond bleu, là, sur l'échafaudage. Puis au final, en fait, cette scène, on la voit donc dans le film. Mais ouais, donc en fait, ça a été surtout, j'ai vraiment été pris de nostalgie, c'est quand j'ai vu donc Tobey Maguire apparaître à l'écran. Après, bon, même Tobey Maguire, j'ai vu beaucoup de critiques par rapport à son rôle. Mais je trouve qu'en fait, par rapport à il y a 20 ans et par rapport à maintenant, c'est comme je disais tout à l'heure pour William Dafoe, pour le bouffon vert, je trouve qu'en fait, il joue toujours aussi bien dans sa manière d'être, dans le rôle de Spider-Man qu'on a voulu lui donner. En fait, si je devais le rapprocher, il me semble que je vous l'avais déjà dit dans la vidéo sur Across the Spider-Verse. En gros, c'est Peter B. Parker. Ça sera l'espèce de mentor, entre guillemets, de Peter. Dans le film, c'est plus ou moins ce rôle-là qui tient, on va dire. Donc voilà. Donc en parlant donc de bouffon vert, donc on a le combat final donc sur la nouvelle statue de la liberté. Entre donc on a de base on a Electro, l'homme sable et l'Electro, l'homme sable et le lézard donc qui vont chercher donc après
après Peter sur la Statue de la Liberté pour récupérer le cube de Doctor Strange. Parce que Doctor Strange, quand il veut faire le sort pour que le monde oublie que Peter Parker est Spider-Man, donc Peter lui demande de rajouter Ned, de rajouter Tante May, de rajouter Happy, de rajouter MJ dans les personnes qui, eux, ne l'oublient pas. Il casse le sort et il ouvre une brèche dans le multivers. En gros, Doctor Strange pense avoir clôturé cette brèche, mais donc on a les deux Spider-Man, les deux premiers Spider-Man. Ensuite, on a donc le Bouffon Vert, l'Homme Sable, le Bouffon Vert, l'Homme Sable, le Lézard, Docteur Octopus et Electro. Et aussi, on peut aussi y ajouter Venom, parce qu'on a la scène post-crédit donc de Venom Let There Be Carnage, où on voit donc Venom passer à travers le portail. Et c'est donc notre petit Venom, le Venom de Tom Hardy, qui traverse le portail. Et on reviendra sur ce personnage plus tard. Donc pendant la rencontre entre donc les trois Spider-Man, puisqu'en fait le Bouffon Vert a donc tué Tante May dans la fuite de l'appartement de Happy, parce que donc Peter arrive à prendre possession des tentacules de Doc Ock grâce à la nanotechnologie. Et au lieu d'en fait de les renvoyer chacun dans leur univers, parce qu'en fait on lui explique que s'il les renvoie dans leur univers, en fait ils meurent. Lui, grand cœur comme il a voulu les aider. Et donc il a recréé une nouvelle puce pour Doc Ock pour que les voix dans sa tête s'arrêtent. Après il a donc fait un nouveau réacteur pour Electro. Et au moment donc de faire le sérum bouffon donc pour Osborn, la personnalité Bouffon Vert reprend le dessus. Et là donc s'ensuit une bataille, on va dire un combat à travers l'appartement donc de Happy, qui décide de la mort de Tante May. Ce combat donc décide donc de la mort de Tante May à la fin. Donc à partir donc de ce moment-là, c'est à ce moment-là donc qu'on a le Peter torturé. Et donc MJ l'appelle et il se retrouve donc sur le toit du lycée avec les deux Spider-Man, donc le Spider-Man de Andrew Garfield et de Tobey Maguire. Et c'est à ce moment-là donc on a plus ou moins un petit récap donc, de ce qui s'est passé en fait entre temps dans chaque dimension. Et en fait on a donc le Peter Parker de Tobey Maguire qui lui ça y est c'est un Peter Parker qui est apaisé, qui est calme dans sa vie. Puis on a le Peter Parker donc de Andrew Garfield qui lui est un Peter Parker torturé suite à la mort donc de Gwen Stacy dans le combat contre Electro. Et on a donc droit à une petite phrase de Andrew Garfield, du Spider-Man d'Andrew Garfield, donc qui dit qu'il ne retient plus ses coups lorsqu'il combat maintenant. Et on peut voir donc à la fin du film, dans le combat qui fait suite donc à la Statue de la Liberté, donc on a le Dr Connors qui redevient humain, on a l'Homme Sable qui redevient humain lui aussi, puis on a Electro qui, au lieu de continuer avec le réacteur Arc, on lui met le vrai réacteur, parce qu'en fait il vole le réacteur Arc entre temps chez Happy. Et donc durant le combat entre le Peter Parker de Tom Holland et le Bouffon Vert, donc on a donc Peter qui assène des coups mais d'une violence au Bouffon Vert, et à la fin il prend donc la plateforme volante du Bouffon pour lui enfoncer dans le corps, comme sa mort à la fin du Spider-Man 1 de Sam Raimi, lorsque son planeur lui rentre dans le ventre et l'empale contre le mur. Et là on a donc Toby qui vient pour l'en empêcher. Et là cette fois-ci c'est donc Toby qui se fait empaler donc par le Bouffon Vert avec les épées qui lui sortent du bras. Ensuite on a eu aussi le retour donc de Charlie Cox. Bon ça avait déjà été annoncé au début du mois il me semble. Au début du mois, on avait eu le droit donc, à Kevin Feige qui confirmait donc qu'on avait bien Charlie Cox qui serait de retour sous les traits de Matt Murdock. Ça n'avait pas été confirmé la présence de Matt Murdock dans le film No Way Home, mais bon, on s'y attendait avec les problèmes judiciaires de Peter, qu'à un moment ou à un autre, on aurait donc droit à voir l'avocat de Hell's Kitchen. Bon, on l'a vu 30 secondes à l'écran, mais déjà juste de revoir le personnage, parce que je pense que c'était la série Netflix qui aurait mérité plus avec The Punisher, parce qu'après Luke Cage, Iron Fist, The Defender, j'ai pas du tout aimé.
J'ai aimé la première saison de Jessica Jones, mais la deuxième, je l'ai même pas terminée. J'ai pas spécialement aimé les premiers épisodes que j'avais regardés. Donc on a donc le retour de Matt Murdock. Le même jour, on a eu donc l'épisode de Hawkeye avec, attention spoiler, si vous avez toujours pas vu la série Hawkeye, je vous invite vraiment à aller la regarder parce que c'est comme dans la vidéo que j'avais fait la review des deux premiers épisodes, c'était peut-être la série la moins attendue de la phase 4, la série la moins attendue de l'année au niveau du MCU par rapport à Loki et WandaVision parce qu'on savait que ça ouvrait le champ des possibles au multivers. Mais là, on se retrouve avec une série qui est vraiment très très intéressante et qui nous ouvre un tas de possibilités pour l'avenir aussi. Et donc, on a eu aussi droit à la fin donc, de l'épisode 5 de Hawkeye, au retour du Caïd, au retour du Kingpin, donc de la série Daredevil Netflix aussi. Donc, toujours sous les traits de Vincent D'Onofrio. Donc, on a eu le droit donc, à l'écran de fin, dans le générique, avec donc son nom et puis la silhouette imposante du Caïd. Donc, après avoir comment est-ce que la série Hawkeye, parce que là on a l'épisode 6, on sait que l'épisode va durer 1 heure, apparemment 59 minutes. Est-ce que c'est avec ou sans les génériques comptés? Mais bon, même 50-55 minutes avec les génériques, on va dire. Donc est-ce que on aurait le droit aussi à revoir donc, le Kingpin plus tard? Donc soit dans une série Daredevil, soit dans un film Daredevil, ou soit peut-être avoir, comme dans les comics, un duo Spider-Man Daredevil, dans lequel, donc dans ce programme-là, peut-être une série, peut-être un film, où là, leur ennemi principal donc, sera donc le Caïd. Ce serait fortement intéressant, surtout quand on a vu la qualité des 3 saisons de la série Netflix, où c'était vraiment un jeu du chat et de la souris entre Matt Murdock et entre Wilson Fisk. Donc ensuite, je vais revenir encore sur une autre vidéo que j'ai fait. Donc, est-ce que Ned pourrait devenir le Hobgoblin, donc le super bouffon? Comme c'est parti, je pense que on aura droit à Ned Leeds qui deviendra donc le super bouffon. Même si pendant un moment du film, je me suis dit, ah, comme c'est parti, on n'y aura jamais droit. Parce qu'on avait donc... en fait, je me suis dit ça surtout par rapport à ma théorie, où entre MJ qui tombe et Ned qui tombe de l'échafaudage, on sauvera sûrement MJ. Donc c'est le Spider-Man de Andrew Garfield qui la sauve. Donc à ce moment-là aussi, on a tous pensé sûrement à la scène du sauvetage raté de Gwen Stacy dans The Amazing Spider-Man 2. Parce que bon, on a Tom donc, qui saute pour la sauver, mais on a le bouffon vert qui l'en empêche, et c'est Andrew Garfield à la fin qui la sauve. Donc moi à ce moment-là, je me suis dit, ouais non, en fait c'est mort, on n'aura pas droit au Hobgoblin. Mais quand on voit donc le trailer de Multiverse of Madness en scène post-crédit, donc on sait qu'on aura donc le retour de Mordo, qu'on sait à la fin du premier Doctor Strange, ça devient le méchant. On a Ned qui lui maîtrise apparemment la magie. Et on sait que dans les comics, donc sur la Terre 616, Ned Leeds aide Mordo à devenir le sorcier suprême. Donc je pense que comme c'est parti, on aura sûrement droit à un retour de Ned plus tard dans les films. Que ce soit Doctor Strange ou que ce soit Spider-Man. Après, bon, comme ça sera le personnage du Hobgoblin, je pense qu'on aura donc Mordo qui deviendra peut-être le sorcier suprême dans la série Doctor Strange, ou peut-être dans les Illuminati, vu qu'apparemment le film Doctor Strange 2 teasera l'équipe des Illuminati. Et on aura sûrement droit donc au Hobgoblin, peut-être dans Spider-Man 4, Spider-Man 5, Spider-Man 6, ou peut-être dans la série Freshman Years, on aura peut-être un premier teasing du Hobgoblin, parce que on a donc quand on est chez la grand-mère de Ned, on voit à un moment la machine à coudre avec un vêtement vert. Donc est-ce que ça serait pas peut-être aussi pour nous montrer est-ce que Ned deviendra le gobelin ou pas? Donc on ne sait pas encore, mais je pense que ça pourrait être très intéressant de creuser cette possibilité. Et ensuite on sait aussi donc pourquoi à la fin, donc dans la scène post-crédit de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, on a donc le comité, entre guillemets, le comité pour la recherche sur les 10 anneaux. Donc en fait on a Wong qui vient chercher donc Shang-Chi dans le restaurant avec le deuxième personnage, la fille, je sais plus comment elle s'appelle.
Et on a donc Wang, Bruce Banner, sous sa forme humaine, et plus sous la forme de Hulk ou du professeur Hulk. Donc ça, je pense que ce sera peut-être expliqué dans la série She-Hulk et Captain Marvel. Et à ce moment-là, on se disait, ouais, pourquoi est-ce que c'est pas Doctor Strange qui est ici à ce moment-là? Et en fait, dans le film, on nous explique, dans No Way Home, on nous explique donc qu'en fait, c'est Wong et maintenant le sorcier suprême. Parce que pendant les 5 ans d'absence du Doctor Strange, de Stephen Strange, ben, en fait, c'est Wong qui a pris sa place. Donc, on aura sûrement aussi, dans les futurs programmes, pourquoi est-ce que Wong faisait des combats clandestins avec l'Abomination et qu'est-ce que l'Abomination vient faire là. Donc voilà, on aura, bah, en fait, dans les futurs programmes, peut-être dans 6 mois, quoi, à la sortie de Multiverse of Madness. Et ensuite, donc, je vais passer sur la première scène post-crédit qui fait suite directe à la scène post-crédit de Venom Let There Be Carnage. Dans un sens, je suis quand même content parce qu'en fait, ça veut dire que ben, Kevin Feige a pas accepté le Venom de Tom Hardy. Parce que autant les films Venom 1 et Venom 2 à l'image, c'est époustouflant. La CGI, elle est incroyable. Mais après, personnellement, dans les scénarios, dans la mise en scène, j'ai pas forcément aimé. C'est vraiment des films moyens plus, on va dire. Et donc, on a donc le Venom donc, de Tom Hardy. On sait à la fin de Venom Let There Be Carnage, il se retrouve donc à travers le multivers, il se retrouve donc dans notre dimension, dans la dimension du MCU. Et puis donc, il voit la télé avec le Wanted sur Peter Parker de Tom Holland. Et là, donc, dans cette scène post-crédit, il se retrouve donc dans un bar, en train de parler avec le serveur. Donc, le serveur lui expliquait ce qui s'est passé avec Thanos, ce qui se passe avec Spider-Man. Il lui a plus ou moins fait un récap des 3 premières phases, on va dire. Et donc, à la fin, quand dans le film No Way Home, tout revient à la normale et que chaque personnage retourne donc dans sa dimension, on a donc le Venom de Tom Hardy qui lui retourne dans sa dimension, mais en laissant un résidu de symbiote. Donc moi, j'ai 2 ouvertures possibles sur le futur du symbiote, donc dans le MCU. Donc on aurait peut-être, parce qu'on a Flash Thompson, ça fait quand même 3 films, et il est quand même assez, c'est un personnage qu'on voit quand même assez beaucoup, même si c'est tout le temps, que ce soit dans la trilogie Sam Raimi, on l'a vu dans le premier, ouais, et dans la duologie, il me semble qu'on le voit dans les 2, c'est le harceleur américain dans toute sa splendeur. Enfin, c'est vraiment l'archétype du harceleur dans les deux premières sagas. Dans le troisième, il y a moins de physique, on va dire. C'est moins une espèce de Tchad, comme ils disent. Donc je pense que Flash Thompson pourrait être un réceptacle du symbiote. Et on aurait donc Agent Venom dans le MCU. Donc Agent Venom, ouais, c'est un personnage, c'est un super-héros, on va dire, entre guillemets. Parce qu'en fait, son symbiote avait été récupéré à McGargan, le Scorpion. Et en gros, Agent Venom, c'était un personnage qu'on envoyait donc dans des zones de conflit à l'étranger. C'est lui qui réglait les guerres, entre guillemets. Ou alors, tout simplement, donc je viens de vous en parler, peut-être McGargan. On sait donc qu'il est actuellement en prison donc avec le vautour. D'ailleurs, le vautour qu'on reverra dans Morbus, apparemment. Donc comment est-ce que le vautour se serait retrouvé donc dans Morbus, on ne sait pas encore. Donc peut-être que Matt Gargan, qui ouais, lui, donc, c'est le 2e détenteur du symbiote après Eddie Brock. En fait, le symbiote lui a été donné par Norman Osborn. Et donc on a le second Venom qui est Matt Gargan alias le Scorpion. Donc voilà, c'est tout pour moi. Donc c'était une petite vidéo. Elle durera sûrement une bonne vingtaine de minutes. Donc je suis donc revenu donc, sur des petites théories que j'aurai peut-être pour la suite donc, de Spider-Man No Way Home, donc par rapport aux 3 prochains films, par rapport à peut-être comment ça s'appelle, Freshman Years. D'ailleurs, j'ai vraiment oublié, dans Freshman Years, on aura donc la première saison où on reviendra sur l'origine de Spider-Man. J'ai voulu aller trop vite. Et on a donc Peter qui, quand il parle en FaceTime, il me semble, c'est la scène du FaceTime avec MJ, où il lui dit depuis que j'étais piqué par cette araignée. Donc en fait, ouais, la saison 1 de Freshman Years, en fait, ce sera donc le moment, la piqûre de l'araignée, plus la découverte des pouvoirs. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu.
à activer la cloche et toujours à commenter, à débattre dans la section des commentaires. C'est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao les héros!